Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce live vidéo. Vous connaissez le principe. Nous sommes en direct sur Facebook, sans filet, en toute interactivité, en toute spontanéité. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de cet exercice auquel je me livre très souvent. Vous le savez, des lives que vous êtes extrêmement nombreux à suivre, des milliers à chaque fois, et je vous en remercie parce que c'est extrêmement stimulant et vous nous transmettez une énergie qui est absolument immense. Je voudrais, chers amis, commenter aujourd'hui avec vous une enquête qui tombe chaque année sur l'état de l'opinion et notamment ce que les Français attendent en politique et ce que les Français attendent de leurs dirigeants politiques. C'est une étude donc, qui est publiée chaque année par un institut qui dépend de Sciences Po, le CEVIPOF. Bonjour, cher Christophe. Bonjour, Henri. Content de vous retrouver sur ce live. Le CEVIPOF, donc, qui est un organisme qui dépend de Sciences Po et qui, chaque année, établit une photographie de l'opinion publique et de ce que les Français attendent. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, ce sont des graphes un peu barbares. Je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un truc comme ça, voilà. Mais je vais vous aider à les décoder et vous allez voir à quel point c'est intéressant. Première question. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, si vous en êtes d'accord. Niveau de confiance dans certaines organisations. En gros, avez-vous très confiance, plutôt confiance, ou pas du tout confiance dans chacune des institutions suivantes? Et là, il y a toutes les institutions, les hôpitaux, l'armée, la justice, les partis politiques, les banques, les PME, enfin tout. Et les résultats sont extrêmement intéressants. Parce que, quelles sont les institutions les plus populaires en France? Eh bien, ce sont les hôpitaux et l'armée. Alors, c'est pas étonnant, vous allez me dire, mais avec un niveau de satisfaction et d'attachement record, 83 et 82%. Et oui, les Français sont particulièrement attachés à l'hôpital et sont particulièrement attachés à l'armée. Mais au-delà de l'armée d'ailleurs, c'est à tout ce qui tourne autour du régalien, parce que la police, elle n'arrive pas très loin derrière, la police elle est 78% d'opinion favorable, donc c'est quand même pas mal. Les Français sont très attachés à ça et quelque part, l'idée que nous portons, qui consiste à dire que les priorités fondamentales de nos concitoyens, et donc les priorités fondamentales politiques, c'est... Merci, cher Henri, pour votre petit mot gentil. Ce que les Français attendent d'un État et de la politique, c'est d'abord du régalien. Ce qu'on appelle le régalien, c'est police, armée, justice. C'est la santé et les hôpitaux. Et le reste vient de fait après. Et ça se voit très bien, d'ailleurs, dans cette étude d'opinion. Alors, ce que je trouve extrêmement cocasse dans cette opinion, c'est que dans toute cette liste-là, regardez, que je vous la remonte rapidement, dans toute cette liste, en quoi les Français ont le moins de respect? Vous diriez quoi? Eh bien, ce sont les partis politiques. Ah ben, les partis politiques, 11% des Français éprouvent plus ou moins de respect pour les partis politiques. 1% ont très confiance. C'est tout. Juste au-dessus des partis politiques, vous avez les médias. Et je trouve ça quand même fantastique. Dans toute cette liste, on se rend compte que les partis politiques et les médias sont les plus détestés. Alors, on le sait, évidemment, mais ça le confirme. Plus détestés, et c'est ce que je trouve très intéressant et très amusant dans cette étude, plus détestés que les banques et que les syndicats. Les partis et les médias, en gros ceux qui donnent le là aujourd'hui de l'opinion publique, sont plus détestés que les syndicats qui sont quand même globalement détestables et que les banques avec les excès et l'arrogance que nous leur connaissons. Et ça, c'est révélateur d'un décalage absolument sidéral, finalement, qui est d'ailleurs celui qui a contribué au lancement de notre initiative, de notre mouvement Objectif France. C'est ce décalage et ce manque de respect des Français vis-à-vis des partis politiques qu'ils représentent. Mais il y a d'autres éléments qui vont largement dans ce sens-là. Par exemple, quand vous pensez à la politique, pouvez-vous nous dire ce que vous éprouvez d'abord? Eh bien, ce qui arrive en tête, c'est de la méfiance à 40%, du dégoût à 28%, de l'ennui à 10%. De l'intérêt, c'est le quatrième, c'est 10%. En gros, si on prend tout ce qui est cité de négatif par rapport à tout ce qui est cité de positif,
81% de sentiments négatifs vis-à-vis de la politique. Il faut dire que ceux qui sont censés faire de la politique depuis des années ne font pas de politique en réalité. Parce que la politique, c'est la bataille des idées. La politique, c'est faire avancer les choses. La politique, c'est pas les conciliabules, c'est pas les jeux de rôle. Or, aujourd'hui, c'est effectivement le spectacle qui nous est montré. Alors, j'en ai une bonne d'ailleurs, Henri. Je réagis sur votre commentaire sur le live. Mon ennemi, c'est la finance. Il y en a une de pas mal sur le capitalisme qui arrive et que je vais partager avec vous. Alors, est-ce que vous avez confiance dans les partis politiques pour gouverner la France? Alors ça aussi, c'est intéressant. Vous imaginez la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette réponse est tranchée. 63% des Français ne font confiance ni à la gauche, ni à la droite pour gouverner la France. 21% des Français ont confiance en la droite, 15% ont confiance à la gauche. En gros, ce sont les électeurs du premier tour du Parti socialiste et des Républicains, mais 63% des Français ne font pas confiance aux partis politiques. Donc il y a une vraie crise de gouvernance. Et c'est ça qu'il faut essayer de bousculer et que nous bousculerons. Mais pas histoire de bousculer, parce que casser la baraque, c'est facile, mais casser la baraque pour en reconstruire une autre, avec des idées, avec un projet, avec une vision. C'est le combat qui est le nôtre et que nous ne lâcherons jamais. Alors, ensuite, il y a des focus. 100%, Eric, vous êtes un peu vache quand vous dites 100% n'ont pas confiance en eux. Vous parlez de qui? Vous parlez des Français ou des politiques? Parce qu'il y a quand même dans l'opinion publique française, alors c'est pas vraiment dans cette étude, mais je peux vous dire que justement, nous en France, on croit en nous. On croit en notre capacité à faire, on croit en notre capacité à entreprendre, et les politiques sont ceux qui nous ralentissent, qui nous empêchent de le faire. Alors, vous me demandez, Marine, cher Henri, là, je ne suis pas en train de vous parler de questions de personnes. Oui, bon, effectivement, mais là, ce qui m'intéresse, c'est l'opinion. Et c'est les grandes tendances. Et c'est ce que je partage avec vous. Alors, l'opinion à l'égard de l'école. Ça, c'est extrêmement intéressant. En gros, il est proposé 2 options aux sondés. Petit 1, l'école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l'effort. Ou alors, option numéro 2, l'école devrait former avant tout des gens à l'esprit critique et à l'esprit éveillé. En gros, est-ce que l'école est là pour apprendre l'esprit critique, vision de gauche, ou est-ce que l'école est là pour apprendre la discipline et l'effort, vision plus ou moins de droite? Et la réponse est extrêmement intéressante parce que la discipline et l'effort arrivent à 61%. Et l'esprit critique arrive à 37%. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre très bien que la vision qui est celle qui est portée par les pédagogues de la rue de Grenelle à Paris depuis maintenant des décennies, elle est complètement à contre-courant et à rebrousse-poil de ce que les Français attendent. Évidemment, cher Daniel, l'option 1, l'école, c'est le sens de la discipline et de l'effort. Parce que si vous avez le sens de la discipline et le sens de l'effort, si vous avez par extension le respect de l'autorité du maître, le respect de l'institution éducative, si vous comprenez que derrière l'école, il y a la République française. Parce qu'aujourd'hui, l'école, d'ailleurs, comme tous les services publics, comme les hôpitaux et autres, sont considérés comme des prestataires de services. Et tout cela n'est pas acceptable. L'école, c'est le lien entre l'enfant et la République française. Et ce lien, eh bien, il passe par une certaine discipline et il passe par le sens de l'effort. Parce que quand vous avez l'effort et quand vous avez la discipline, vous pouvez tout apprendre après. Et la notion de connaissance, qui est évidemment essentielle, qui doit être réinventée, eh bien, elle passe par là. Elle passe par cette discipline. Donc 61% des Français sont sur cette longueur d'onde. Et je me réjouis de le savoir. D'ailleurs, à titre symbolique, les codes vestimentaires dans les écoles, pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que ça fait sortir le marketing des cours de récréation, ça met un code, ça met du rite. Et c'est important dans une organisation d'avoir du rite et d'avoir des codes. Parce que le respect et la prise de recul, eh bien, ça passe par ça. Alors, l'opinion,
Là, on va parler un petit peu de France à l'international. Je vois que vous êtes globalement d'accord avec ce que je viens d'exprimer, et j'en suis plutôt content. L'opinion sur l'ouverture de la France au monde aujourd'hui. En gros, est-ce que vous estimez que la France doit s'ouvrir davantage au monde, doit se protéger davantage du monde, ou ni l'un ni l'autre? Et alors, quand on écoute la doxa dominante, et notamment dans les médias, quand on parle de la crise en Europe, effectivement, tout le monde vous dit oui, mais si l'Europe ne fonctionne pas, c'est parce qu'il faut plus d'Europe. Plus d'Europe. C'est la grande formule qui a été apprise par cœur par tout le monde, et même les candidats à la primaire de la gauche, etc. Enfin, c'est donc le plus d'Europe. Voilà. Il est demandé par 24% des Français. En revanche, 33% des Français sont pour un statu quo, et 43% des Français estiment que la nation doit protéger davantage ses concitoyens de l'extérieur, et qu'il faut peut-être accepter un repli en matière de mondialisation pour avancer. Et je pense que c'est une réponse de bon sens. Vous connaissez mes positions sur l'Union européenne et sur l'idée européenne, parce que l'idée européenne est une belle idée, mais l'Union européenne telle qu'elle est construite n'est pas au service de l'idée européenne. Et elle fait de nous des bisounours de la mondialisation, qui ne sommes plus respectés, et qui ne pouvons plus imposer nos vues dans ce concert des nations qui est aujourd'hui extrêmement tourmenté. Et donc face à ça, la solution, elle n'est certainement pas dans la fuite en avant aveugle, comme aujourd'hui le propose un très grand nombre de politiques, de gauche comme de droite d'ailleurs. Les banques, Henri. Alors je vois votre commentaire, vous êtes très attaché, manifestement, cher Henri, à la question du capitalisme outrancier, mais j'y arrive, je vous l'ai promis, et j'y arrive. Alors, oui, je suis d'accord, Henri, on fait de nous des consommateurs. Alors, intéressant, tiens. Vous savez que je suis un peu sur votre sujet, Henri. La relation au libéralisme et la relation au capitalisme. En général, on utilise ce mot pour décrire des choses complètement différentes. Et moi, j'établis, vous le savez, cette ligne de partage qui consiste à dire que le libéralisme ou le capitalisme, quand il est incarné par des entreprises à taille humaine, qui portent la création, qui portent l'innovation, eh bien c'est un capitalisme extrêmement noble. Et d'ailleurs, je suis un acteur de ce capitalisme en tant que chef d'entreprise et en tant que actionnaire de la société dans laquelle, que j'ai fondée il y a maintenant quelques années. Donc je suis un capitaliste. Mais à côté de ce capitalisme-là, à côté de ce libéralisme-là, qui crée de l'innovation et qui crée des emplois, vous avez l'autre capitalisme qui est le capitalisme outrancier, le capitalisme incarné par des multinationales, ce capitalisme, effectivement, vous employez l'expression, cher Henri, qui vise à faire de nous des consommateurs et rien que des consommateurs, et ce capitalisme-là, eh bien, il doit être combattu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque l'on pose la question aux Français, eh bien, les Français sont extrêmement lucides de cette situation. Et quand on pose la question aux Français face aux difficultés économiques, pensez-vous que l'État doit faire plus confiance aux entreprises et leur donner plus de liberté, ou au contraire, l'État doit davantage réguler les entreprises? Eh bien, 63% des Français veulent quand même que les entreprises aient plus de liberté, et notamment plus de liberté pour agir et pour tout simplement faire leur business. Et c'est ça qui est intéressant, parce que derrière ces 63%, on pense évidemment aux petites et moyennes entreprises et pas aux grandes multinationales désincarnées. Alors, Henri, je vous ai senti venir. Le souhait d'une réforme du système capitaliste. Voilà, eh ben, on est effectivement dans la continuité de ce que je vous disais. Le système capitaliste, effectivement, vous avez le système le petit capitalisme, mais qui est le vrai, et le capitalisme pur, mais sauf que ce capitalisme-là, qui est celui des PME, se fait broyer par l'autre capitalisme, celui des paradis fiscaux, des multinationales sans foi ni loi, celui des normes, celui de ces rapports de force permanents qui, avec cette concentration des richesses qui est inacceptable, j'ai lu cette semaine, par exemple, que les 8 personnes les plus riches du monde accumulent autant de richesses que les 50% que la moitié la plus pauvre de la planète.
Alors, effectivement, je me réjouis que ces personnes-là aient pu gagner leur vie, mais quand même, que 8 personnes puissent concentrer autant de richesses que 50% des plus pauvres, c'est un système qui n'est pas tenable. Et en tous les cas, qui n'est pas tenable dans la durée. Et, euh, et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez 41% des Français qui vous disent que ce système doit être repensé, le système capitaliste doit être repensé en profondeur, et 51% qui vous disent qu'il faut clairement le réformer. En gros, vous avez 6% des Français seulement, on se demande lesquels sont-ils, qui considèrent que ce système capitaliste, aujourd'hui, est un bon système capitaliste. Or, aujourd'hui, et j'insiste parce que c'est important, il y a un rapport de force entre ce capitalisme prédateur, incarné par une poignée de multinationales, des grands fonds d'investissement, des fonds de pension, et les États et les démocraties. Il y a un vrai rapport de force qui s'est mis en place. Et ce rapport de force, il était d'ailleurs très présent dans le traité transatlantique qui, heureusement, a été enterré, en tous les cas pour un moment, qui visait justement à travers, vous en souvenez peut-être, les fameux tribunaux d'arbitrage, donner la possibilité à des entreprises, des multinationales, de poursuivre en justice des États et de gagner. C'est-à-dire, en gros, que des multinationales puissent remettre en cause des décisions des peuples. C'était de ça dont il s'agissait à travers ces fameux tribunaux d'arbitrage. Eh bien, ce système-là, eh bien, il ne peut pas marcher. Parce que l'incarnation du pouvoir absolu, d'un point de vue philosophique, les amis, l'incarnation du pouvoir absolu, eh bien, c'est le pouvoir d'un peuple qui décide de se fédérer dans un contrat social. C'est donc le pouvoir politique. Ce n'est pas le pouvoir économique et encore moins le pouvoir financier. Le pouvoir absolu doit rester le pouvoir des citoyens qui sont réunis entre eux par un contrat social. Et donc ça, c'est probablement l'un des grands enjeux de ces prochaines années et de ces prochaines décennies, que le rapport de force soit du côté des démocraties et pas du capitalisme. Je ne vous cache pas que c'est loin d'être gagné, parce qu'aujourd'hui, très clairement, ce capitalisme prédateur, ce capitalisme outrancier, eh bien, il tire un certain nombre de ficelles, et les politiques se sont rendus dépendants de ce marché financier. Je rappelle que la France emprunte tous les jours sur les marchés financiers environ 400 millions d'euros. Tous les jours, pour financer son train de vie et pour rembourser les dettes passées. C'est pas tenable. Et aujourd'hui, si nous décidions de faire, nous, Français, un bras d'honneur à ce système financier, eh bien, il serait en mesure de nous mettre en cessation de paiement. Et oui, on est vraiment tenu par ce marché-là. Et c'est la raison pour laquelle, même si ça ne fait rêver personne, la question de la réduction de nos dépenses publiques, elle est essentielle. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé la question de nos dépenses publiques, eh bien on restera tenu par ce marché, à qui on ne pourra donc pas faire un bras d'honneur. Parce que nous avons envie de lui faire ce bras d'honneur. Parce que nous voulons rétablir un rapport de force qui soit du côté de la démocratie. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. La souveraineté de la France, ou d'une démocratie d'ailleurs au sens large, elle passe par sa souveraineté budgétaire. Et aujourd'hui, par faiblesse, par clientélisme, par facilité, depuis 1974, nous ne produisons aucun budget à l'équilibre. Nous endettons nos enfants et nous rendons notre pays de plus en plus dépendant, et nous avons perdu toute souveraineté. Et ça, c'est extrêmement important. Merci, chère Liliane, d'avoir partagé cette vidéo. C'est effectivement essentiel, je vous le dis à chaque fois, de diffuser, de partager nos prises de position, parce que c'est comme ça que nos messages se font entendre, vous le savez. C'est comme ça que nos messages sont de plus en plus diffusés. Vous avez été, sur ce dernier mois, des centaines de milliers à suivre l'ensemble des vidéos que nous avons publiées. C'est extrêmement important, et c'est grâce à vous, et c'est grâce à vos diffusions et à vos partages. Alors, il y a une autre question qui met le doigt sur un autre sujet de fond. La proximité avec les différentes unités géographiques. En gros, la question est la suivante. Parmi les unités géographiques suivantes, à laquelle avez-vous le sentiment d'appartenir avant tout? En gros, votre ville, la région, le pays, la France, l'Europe ou le monde entier. Est-ce que vous êtes plus proche de votre ville, de votre région, de la France, de l'Europe ou du monde? Est-ce que vous êtes, je le reformule différemment, est-ce que vous vous considérez avant tout comme un citoyen du monde? Est-ce que vous vous considérez avant tout comme un Européen, comme un Français ou comme un habitant de la région PACA?
Et je trouve les résultats extrêmement intéressants. 22% des Français sont très proches de leur ville, 20% de leur région, 39% de la nation, qui arrive bien avant tous les autres, et seulement 7% se sentent européens avant tout. Et en gros, ça ressemble à un graphe de cette nature. Voilà. Et vous voyez un petit peu la taille des différents blocs, le plus grand bloc étant celui qui représente la nation. Eh bien, ça c'est extrêmement important, parce que quoi qu'on dise, même si effectivement le projet européen, je précise à chaque fois, je fais la différence, je ne parle pas de l'Union européenne, même si le projet européen, celui porté par Victor Hugo des États-Unis d'Europe, est un beau projet qui se concrétisera peut-être un jour. Aujourd'hui, l'unité dans laquelle nous nous reconnaissons le plus, l'unité la plus fiable, l'unité la plus sûre, l'unité la plus homogène, c'est la nation. Et vouloir déconstruire la nation, eh bien, c'est faire courir un risque monumental à ce que nous sommes. D'ailleurs, beaucoup ont intérêt à déconstruire la nation, et notamment le grand capitalisme prédateur. Parce que la nation, c'est une démocratie, c'est une histoire, ce sont des racines, et c'est donc une puissance. Et donc vous avez un tas de structures, et notamment ce grand capitalisme prédateur dont je vous parlais tout à l'heure, qui a intérêt à anéantir les nations. Et quand ce grand capitalisme prédateur est de connivence avec des institutions européennes qui elles-mêmes sont à la botte des lobbies, eh bien vous comprenez que le projet qui est porté par ces institutions européennes, elle est un projet de déconstruction davantage qu'un projet de construction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est, vous en avez conscience, extrêmement tourmenté, un monde où depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans l'affirmation des puissances. Enfin moi, depuis j'ai 40 ans, je n'ai jamais connu ça. On est dans la réaffirmation des puissances. Eh bien, la puissance, aujourd'hui, elle ne peut s'exercer de façon fiable et de façon crédible que dans la structure nationale. Et donc, nous devons être fiers de notre patrie. Nous devons lui donner les moyens. Elle doit avoir notamment tous les moyens en termes de défense, en termes de régalien. Augmenter le budget militaire, c'est absolument essentiel, parce que la base de tout contrat social, c'est effectivement la sécurité. Il doit y avoir un rapport de force qui s'établit, et je le regrette, c'est un fait, avec le reste du monde, avec la finance prédatrice, et ce rapport de force ne peut être aujourd'hui porté que par les États et que par les nations. Et ça ne peut pas dire du tout être nationaliste, parce que la France est de tout temps ouverte sur le monde, et elle se grandit en étant ouverte sur le monde, mais je ne veux pas avoir une approche bisounours, en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça fait 30 ans qu'on a une approche bisounours. Ça fait 30 ans qu'on ne pratique pas la réciprocité avec d'autres pays, notamment la Chine, qui nous impose des contraintes, et nous, on ne leur impose rien. On a une approche extrêmement bisounours. Eh bien non, dans ce concert des nations qui est dominé par la notion de puissance, eh bien la France doit affirmer sa puissance. Et notamment, parce que je voudrais rappeler quelque chose d'essentiel, la France n'est pas un petit pays. La France n'est pas un petit pays. Vous avez suivi sans doute tout ce que nous avons fait ces derniers jours au sujet de l'archipel, de la petite île de Tromelin. Vous savez, cette petite île de 1 km² seulement, que la France voulait céder sans contrepartie à l'île Maurice. Un accord de cogestion. Eh bien, autour de cette île, il y avait 280 000 km² de zones maritimes exclusives. Et ça, c'est quelque chose de considérable, parce que la mer fait partie du rayonnement et de la grandeur de la France. Et un argument que je vous donne et que je vous invite à garder en vous et même à partager, si on considère la France telle que nous la connaissons, la France de la terre, mais si nous ajoutons à cela la France de la mer, c'est-à-dire les surfaces maritimes qui dépendent de nous, eh bien la France est un pays plus grand que la Chine. Eh oui, plus grand que la Chine. Alors on nous dit à chaque fois, oui, mais il faut qu'on soit gros et fort face aux grands pays. Mais nous sommes déjà un grand pays. Et c'est vrai qu'à travers cette affaire de Tromelin, vous êtes mobilisés. Vous avez effectivement, Henri, vous avez écrit à votre député, plein d'autres l'ont fait, écrit au président de la République. Nous avons lancé une pétition, d'autres députés se sont mobilisés, ont lancé également une pétition. Tout ça, ça a fait boule de neige. Les médias ont commencé à en parler.
et le projet a été avorté, en tous les cas momentanément. Ce qui montre bien, d'ailleurs, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que la mobilisation citoyenne, lorsqu'elle sait être réactive et lorsqu'elle est forte, eh bien, elle porte ses fruits. Voilà. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais. La nation, aujourd'hui, vous disiez, cher Eric, là, dans le live, il y a quelques secondes, les Français ne sont pas patriotes. Je pense que vous vous trompez. Je pense que les Français sont patriotes. Mais les médias ne le sont pas, en effet. Et une certaine, caste, et notamment dans la classe politique et dans les centres-villes, tous les bobos, en gros, ceux-là ne sont pas patriotes, se déclarent citoyens du monde, et voilà, ce sont des bisounours. Et c'est vrai qu'eux ont la parole dans les médias, et ce sont eux qui donnent le là. Et donc ils donnent l'illusion que les Français ne sont pas patriotes. Mais je peux vous dire que les Français sont patriotes. Et il suffit d'aller dans nos villes et dans nos campagnes pour nous en assurer. C'est une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de culture patriotique dans notre... je veux bien qu'on parle de l'histoire, cher Éric, et notamment du tournant de la Révolution française et de la Troisième République, qui effectivement a voulu casser un certain nombre de choses et qui a voulu rendre les Français moins patriotiques. Mais dans l'ADN de notre nation, le français est extrêmement, extrêmement patriote. Mais je veux bien qu'on en parle un jour si vous voulez. Alors, je vais terminer par quelque chose qui me paraît assez fort. C'est le jugement des différents systèmes politiques. Et ce que je vois, c'est qu'il y a 17% de nos compatriotes aujourd'hui qui souhaitent que l'armée prenne le pouvoir. 17%. 17%, c'est en gros un Français sur 5, ou un Français sur 6. Vous êtes dans un dîner, il y a 6 personnes, eh bien vous en avez un qui veut que la France soit entre les mains des militaires. Et je trouve ça, c'est une donnée extrêmement intéressante et extrêmement importante et qui est révélatrice, en fait, du sentiment d'abandon de nos compatriotes, du sentiment selon lequel nous n'avons plus rien à attendre des vieux partis politiques et du besoin d'ordre qui est réclamé aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'école. Les 2 tiers des Français veulent que l'école, ça soit d'abord de l'autorité et du respect. Il y a aujourd'hui ce besoin d'ordre, ce besoin de respect qui est essentiel à tout contrat social. Alors certains en arrivent à dire qu'il faut que l'armée prenne le pouvoir. Je ne crois pas que ça soit la solution la plus... aujourd'hui, nous avons une armée qui est extrêmement dévouée, la grande muette, comme vous l'appelez en effet, cher Henri. Une armée qui aime la France, qui historiquement a joué un rôle fou dans l'histoire de France, mais nous avons une armée qui est républicaine. Et l'armée accepte de se mettre au service du politique. Encore faut-il que le politique soit à la hauteur. Et manifestement, aujourd'hui, il ne l'est pas. Et donc tout l'enjeu qui est le nôtre, chers amis, ces prochains mois, ces prochaines années, va être de continuer, sur la base de toutes les valeurs que nous venons de partager ensemble, de construire justement cette alternative qui soit une alternative qui ne soit pas celle des partis traditionnels, qui mettent les idées au cœur, parce que rien n'est plus important que la bataille des idées, et qui n'ait pas peur d'aller sur le terrain des valeurs, qui n'ait pas peur de revendiquer un certain nombre de notions comme les notions d'ordre, comme les notions de patriotisme. Ce ne sont pas des mots tabous. Et ça ne fait pas de nous, en les employant, des extrémistes. Ça fait simplement de nous des personnes lucides de vivre dans une période qui est extrêmement tourmentée et qui exige de l'ordre et qui exige d'affirmer un certain nombre de valeurs. Alors, il y a pas mal d'autres données à picorer dans cette étude, qui est une étude annuelle, qui est une mine d'or. Je vous invite à vous la procurer si vous voulez la lire. Encore une fois, je répète ce que je vous ai dit au début, parce que pour l'anecdote, c'est drôle. Les partis
politique et les médias sont en France plus détestés que les banques et les syndicats. Voilà, ce qui montre très bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et en tous les cas, vous pouvez compter sur moi, encore une fois, les années qui viennent et les mois qui viennent pour bousculer tout ça et pour remettre nos valeurs et nos idées au cœur du jeu politique. Je suis très heureux d'avoir partagé ce live avec vous. C'est toujours un moment extrêmement stimulant, extrêmement enrichissant. J'ai pas pu évidemment lire tous les commentaires parce que parfois, vous le savez, ça défile un petit peu vite, mais je vais prendre le temps de les lire tranquillement. N'hésitez pas encore une fois à diffuser, à partager cette vidéo. Merci à vous qui êtes sur le direct. Merci à vous, encore plus nombreux, qui regardez ce live en replay. Et je vous donne rendez-vous très vite parce que, comme vous le savez, notre bataille ne fait que commencer. À bientôt.